Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Décap. On est ici en direct de la brasserie du Stade, qu'on remercie encore une fois pour l'accueil depuis maintenant 3 épisodes, c'est le 3e, ça y est. J'en profite pour vous donner une petite info aussi, ça y est, il y a un écran géant ici dans le bar du Stade. Donc pour les matchs à l'extérieur, quand vous ne pouvez pas vous déplacer, je vous invite à venir avec les copains ici, boire une bière ou une grenadine, et puis regarder le match, ou même à domicile si vous n'avez pas de place. Voilà, je pense que ça peut être un endroit assez convivial et sympa pour venir regarder le match. Ouais, carrément. À mes côtés aujourd'hui, ça fait longtemps, je le retrouve enfin, ça fait longtemps que je voulais, alors je le présente en premier. Sèvres Renoir, comment tu vas Salut Flo, salut tout le monde, salut Thomas, salut Jérémy. Content d'être là, pouvoir reparler un petit peu de Metz. C'est vrai que depuis un moment maintenant je suis un peu éloigné de tout ça, en tout cas dans les médias. Donc on va pouvoir débriefer un petit peu de ce qu'est le club aujourd'hui. Remettre le pied à l'étrier un petit peu. Ouais, le pied il est jamais sorti de l'étrier, simplement t'as moins de visibilité à un moment. Dans mon cas, voilà, je pense que j'ai dérangé pas mal de monde, donc il était temps que je fasse un petit peu table, on va dire, faire le dos rond, faire le profil bas, puisque on voulait plus trop entendre ce que j'avais à dire. Bon là, tu me redonnes une opportunité, donc on va pouvoir échanger un petit peu sur le club. T'es en train de me dire que je vais avoir des problèmes. Pas du tout, non, je suis pas pour ça. Non, je vieillis, j'ai de la sagesse maintenant, voilà, tout ça, mais les constats finalement, même si les constats que je faisais par le passé sont encore valables aujourd'hui. Simplement, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose aujourd'hui malgré la montée en Ligue 1, même si c'est une très belle chose pour la ville et pour le club. En face de toi, lui c'est un habitué, Jérém de Culture Grenat. Ouais, je suis déjà un ancien. T'es un taulier, inamovible de l'effectif. Exact, Comment merci ça va pour ton invitation. Ça va très bien. Petite menthe aujourd'hui. Ouais, je suis passé à la menthe là. Ouais. Parce qu'à la base, Décap, c'est décapsuleur, voilà, il y a un petit jeu de mots avec la bière, mais. Je suis pas très alcool du tout. Le mec, il a pas. C'est grenadine. Il a pas bossé. Ah. Et puis un petit nouveau à tes côtés, Socket, Thomas, on sait pas trop comment le présenter. Ouais, plusieurs noms. La Maison Grenat. La Maison du Grenat, pardon. Aussi, voilà, non, merci beaucoup pour l'invitation. Non, c'est bien de pouvoir parler de Metz en profondeur, on va dire, avec sur plein de sujets. Donc c'est toujours des moments agréables. Donc très content d'être ici avec vous. Voilà, moi j'ai fait la petite coupe, je fais le petit book, j'ai tout changé pour la nouvelle saison. C'est vrai que je vais pas parler en intro, saison, les gens vont pas me reconnaître peut-être. Les Anglais sont. J'ai eu du mal au début là. Ouais, en plus j'étais de dos. C'est lui ou pas? Oui, parce que t'étais en retard encore une fois. Allez, voilà. On t'attendait. Bon, alors au programme aujourd'hui, le petit sommaire, on va parler un petit peu, faire un petit bilan de la prépa, parler un petit peu du mercato. Alors à l'heure où on enregistre, le FC Metz joue aujourd'hui à Hoffenheim. On n'avait pas le budget pour faire le déplacement, donc on est resté ici. Voilà, on a fait le pari, on a pris le choix aussi de faire l'impasse un petit peu sur ce dernier match. L'idée aussi, c'est avant tout de parler de cette avant-saison. Là, ça commence dans une semaine, voilà, c'est un peu de se projeter. Et du coup, bilan de la prépa, bilan du mercato, mais surtout les prédictions. Pour faire un petit peu nos petites prédictions, jouer un petit peu avec ça, nos prédictions de la saison du FC Metz. Pour qu'on se moque bien de nous à la fin de la saison. Voilà, à la fin de la saison, on fera une émission où on regardera un peu, on regardera un petit peu qui a dit quoi, qui a vu juste. Voilà, donc allez, on est parti, j'en profite, pensez à vous abonner, à mettre la petite cloche, partagez l'émission autour de vous, laissez vos commentaires, ça fait plaisir. Et je vous le dis aussi, ça y est, c'est en podcast pour ceux qui font leur footing, ceux qui font des longs trajets en voiture, ça y est, j'ai pris le temps enfin. Pendant cet été, j'ai mis tous les épisodes en podcast, ça m'a pris un peu de temps. Donc voilà, allez checker ça sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc. C'est dispo partout. On attaque tout de suite avec un petit bilan de la prépa. Je commence avec toi, Jérém. Quels enseignements tu tires là de cette prépa? Il y a eu le dernier match, c'était à Lens, ou il y en a eu entre-temps, je sais même plus. Non, il y a eu Thionville. Il y a eu 3 derniers matchs. Thionville et 3. C'est les oubliés. J'ai plus la notion du temps là. C'est bien, tu bosses toujours autant qu'avant. Voilà. Fallait pas le dire. Première. Il y a eu Thionville et 3, évidemment. Ouais, Thionville et 3, ouais, évidemment. C'est difficile de faire une rétro là-dessus parce que il y a eu peu de matchs qui ont été diffusés. Moi perso, j'ai vu que le match de Thionville et c'est tout. C'est vrai que tout n'était pas diffusé au final. Ouais, j'ai même pas pu voir le sud de Lens, donc assez compliqué. Pour avoir vu celui de Thionville, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de postes à combler. C'est assez alarmant à quelques jours du début de championnat. Donc, d'avoir autant de réglages, tu penses, autant d'ajustements à effectuer. Ouais. Et puis des joueurs qui on voyait partir en prêt, comme Iboussane, qui font finalement toute la préparation avec le meilleur club. Buteur du club. Ouais, meilleur buteur en plus, donc ça va pas arranger les choses entre guillemets. Mais donc c'est assez compliqué.
c'est compliqué. L'enseignement majeur, c'est quand même de dire que Metz, avec 3 périodes de 45 minutes, gagne des matchs, quoi. C'est bien, parce qu'à 90, ils perdent, mais c'est à 3 fois 45, ça peut être une solution. Ouais, c'est physiquement peut-être que... Nouveau format, nouveau sport. Nouveau format, mais ils ont quand même mis 5 buts. Ils refont ça là, Offenheim, Oui, pour avoir une chance de gagner, c'est plutôt bien. 30 minutes sur la troisième période. Ah oui, c'est 30 minutes la troisième, Non, mais on taquine un petit peu, mais là où moi, par exemple, sur le bilan, si on prend... Après, toujours à mettre vraiment entre guillemets la préparation, parce que moi, pour en avoir vécu beaucoup, c'est une période qui est très difficile physiquement, beaucoup de travail, beaucoup de choses qui sont des journées où parfois le match est en fin de journée et le matin il y a une séance physique, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce que ça veut pas forcément dire grand chose. Moi j'ai connu des prépas où on avait tout gagné, on a perdu tout le mois d'août quand on est rentré dans le championnat. J'ai connu l'inverse aussi, où on avait pris des roustes par tout le monde et puis finalement on avait bien démarré. Donc en termes de résultats purs, ça n'a pas forcément d'incidence majeure, ni en termes de confiance, parce que l'impact confiance pour l'équipe, il est plutôt sur la saison passée. Le fait de monter, vous arrivez avec un capital confiance qui est quand même assez intéressant dans une division supérieure. Après, là où je rejoins Jérémy sur le côté inquiétant, c'est qu'à mon sens, on était sur une Ligue 2 assez faible l'année dernière. On est quand même monté un petit peu, même si ça a été une immense joie à la fin, ça a été un peu tiré par les cheveux par rapport à l'effectif et la qualité qu'on avait, et qu'on me paraît, en tout cas à la ligne d'entrée dans ce championnat de Ligue 1, comme à chaque fois avec le FC Metz, avec une équipe qui est plus faible en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Personnellement, sur le papier, l'équipe de l'année dernière me paraissait plus armée pour jouer en Ligue 1 en n'ayant même pas le niveau, parce que perdre l'essentiel et le majeur joueur de cette équipe-là, qui, je pense, on prendra conscience cette année de ce que représentait Mathieu Hudol dans notre équipe, mais aujourd'hui, rien que par sa perte à lui, on s'est largement amoindri. Donc c'est là que c'est inquiétant, c'est en capacité à se dire est-ce qu'on va être armé pour pouvoir lutter une division qui est bien plus forte que celle de la Ligue 2. Là, avec l'effectif actuel, ça paraît quand même assez compliqué. Et il y a encore des départs à prévoir. Sûrement, parce qu'il y a toujours les petites surprises de fin, avec le Sadibou Sané qui est quand même pisté, il y a Traoré éventuellement sur le poste offensif, même si moi personnellement il m'a pas transcendé, mais malgré tout qui est assez bankable visiblement, qui devrait aussi potentiellement bouger. Par exemple Sabali, qui est notre meilleur buteur l'année dernière sur la saison en Ligue 1, va pas toucher un caramel quand même. Ça va être un joueur de complément. Pour moi, c'est pas un joueur qui a le niveau, il va exploser dans chaque duel quand il va arriver dans une défense de Ligue 1, donc ça va être assez difficile. Ça parle de prédiction, on va y aller, mais à mon avis on ne cesse de répéter tout le temps les mêmes erreurs, quoi. On va passer d'une joie immense au mois de mai à si on n'en prend pas 5 contre Strasbourg samedi prochain, ça sera cool, quoi. On sera vrai, tu parlais de Gay peut-être. On avait saisi. Pardon. Après Sabali, moi perso, je le vois pas rester. Il lui reste un an de contrat, il va pas prolonger. C'est soit la prolongation, soit c'est la vente, mais j'ai l'impression que ça se bousculait au Portillon pour lui. Là, c'est moins le cas puisqu'il a effectué toute la prépa, donc ça se bouscule très peu, parce que c'est un profil atypique déjà. C'est un profil très très atypique. Pour moi, c'est un profil de complément, ou alors il peut pas. En fait, il a des statistiques qui vont pas forcément avec sa qualité. Pour moi, il a un petit peu surjoué l'année dernière. Si on regarde bien les buts qu'il a marqués, il a été récompensé de pas mal de pressing, parce que c'est un gamin qui a du cœur, il travaille, il court. Ils ont récupéré des ballons aux 18 mètres adverses avec plus de gardien dans le but pour qu'il ait plus qu'à pousser dedans. Donc il a des stats qui vont pas forcément pour moi avec ses qualités intrinsèques. Et je pense que le commun des mortels qui est là pour le recruter le sent aussi. Donc Metz doit mettre des chiffres en face de ça qui vont pas forcément avec ce qu'est la valeur du joueur. Et c'est là aussi où c'est difficile. C'est ce qui est extrêmement dur quand on passe d'une Ligue 2 à une Ligue 1, c'est d'avoir la compétence, en fait, quand on est aux responsabilités. Quand vous regardez l'équipe sur le dernier match contre Reims, les 11 joueurs présents sur l'équipe, il y a Hein et il y a Hudol, il y en a que 2 qui ont le niveau. Et il y a Sadibou Sané qui peut vraiment devenir quelqu'un, qui est encore un jeune défenseur encadré avec quelqu'un, vraiment un pilier à côté de lui, avec de l'expérience, peut vraiment donner quelque chose et finir par faire même une grande carrière, parce qu'il a toutes les capacités pour pouvoir le faire. Mais sinon, tous les autres postes n'ont pas le niveau de la Ligue 1. Et on va recommencer quand même avec les 3/4 de cette équipe-là sur le terrain. Et ça me paraît difficile. Encore une fois, face aux joueurs qu'on va avoir en face, ça va être très dur. Et j'ajouterai aussi Benjamin Stambouli avec son expérience et tout, même si jouer tout au long de la saison, ça paraît quasi impossible. Benjamin a fait une superbe saison l'année dernière, a été au même titre que Coad, par exemple, puisque c'est sur les dernières années des gens qui ont marqué le club quand même par leur empreinte, par
ce qu'ils ont, par leur qualité, leur valeur aussi. C'est quelqu'un qui a mouillé le maillot, etc. Mais Benjamin, avec tout le respect que j'ai pour lui, aujourd'hui n'a plus le niveau de la Ligue 1. Il est dépassé par un rythme, par un impact qu'il va y avoir et une qualité technique. Tout va. Enfin, vous voyez Benjamin Stambouli et Jesse Deminguet en face de Vitinha et compagnie, ça va être une plaisanterie. Sans même parler de Vitinha, je peux prendre le milieu de Lille, je peux prendre le milieu de Brest, je peux prendre des milieux qui on va pas exister, on va avoir beaucoup moins le ballon. Donc il faut en avoir conscience. Deminguet s'est jamais imposé à Strasbourg en Ligue 1, il y arrivait pas, c'est pour ça qu'il a atterri chez nous. Il a fait encore une fois une immense saison l'année dernière, c'était très bien. Mais est-ce que ça va avoir sur une continuité d'un nombre de matchs pour pouvoir se maintenir en Ligue 1 le niveau sur la durée? Ça me paraît moi un petit peu compliqué. Il aurait fallu doubler qualitativement aujourd'hui, comme l'a été Coad à un moment, comme l'ont été certaines personnes. La Ligue 1 est un vrai gap, donc il faut vraiment avoir cette capacité à recruter, sinon on ne peut pas y arriver. Donc c'est même pas une question de valeur de joueur, c'est tous des mecs qui, moi j'irais bien manger un barbecue avec eux et échanger sur le football. C'est ces super gars, c'est des mecs qui font des efforts, c'est des mecs qui ont mouillé le maillot, qui aiment ce maillot, ça se ressent maintenant, et qui ont beaucoup de qualité. Mais encore une fois, est-ce que c'est suffisant pour évoluer et vivre en Ligue 1? Ça me paraît juste, comme chaque année, on est toujours... La dernière saison en Ligue 1, je vous le rappelle quand même, je la mets un petit peu en avant, on avait quand même un génie. Parce que Georges, on a beau dire tout ce qu'on voulait, mais c'était quand même un immense génie et il nous a tenus quasiment à lui tout seul. Mais est-ce que vous voyez quelqu'un aujourd'hui sur l'effectif commun capable qui va de refaire être capable des choses, même la moitié de ce qu'il a fait, parce qu'il nous a tenus un peu dans le championnat tout seul. Il prenait le ballon, je me rappelle d'un but contre Lyon, sombrero, grand pont, piqué sur le gardien, l'entièreté de l'équipe est dans nos 18 mètres, il joue tout seul, il jouait tout seul. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on aura quelqu'un qui aura cette capacité-là? On va passer de 60 à 65% de possession à 30 ou 25 parce qu'on n'aura plus le ballon en Ligue 1. Et est-ce qu'on va être capable de faire des choses? Le petit Diallo qui était quand même un joueur de rupture qu'on perd, Sabali, Bokele qui est quand même un très bon joueur en devenir mais qui n'est encore pas prouvé en Ligue 1 non plus et même en Ligue 2, je veux dire, c'est récent. Ça paraît un peu léger tout ça pour affronter un mastodonte ne serait-ce comme Strasbourg qui a mis 80 millions sur la table. Aujourd'hui, on est sur une autre planète, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, ça risque d'être un tout petit peu difficile. Mais de toute façon, individuel. En fait, je pense que ce que doit faire Stéphane Le Mignan, c'est de faire quelque chose qu'à Metz on n'a pas connu depuis très 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 longtemps. C'est qu'à un moment donné, il faut se détacher de la qualité individuelle de tes joueurs. Et pendant très longtemps, Metz a toujours eu, et Sébastien me le dit très bien, ce sauveur qui en fait n'a pas besoin d'avoir forcément 3-4 personnes autour de lui, qui peut à lui tout seul renverser un match. On a eu ça avec Sakho, on a eu ça avec Diallo, on a eu récemment ça avec Miko Tadze. C'est vrai que sur le coup, on ne le voit pas actuellement. L'année dernière, un petit peu quand même. Et encore, mais contre Reims, il fait un mauvais match, talonnade, but de loin, c'est ça. Il fait 90 minutes absolument exécrable, on peut le dire. Lui, le premier, je pense qu'il sentait qu'il faisait un mauvais match. Voilà. Et derrière, il te sort deux coups de génie. Non, mais Hein, c'est ce que tu dis aussi, et je rejoins ce que tu dis. Hein est un fantastique joueur. Mais Hein a besoin des autres, contrairement à Georges qui avait à un moment donné presque pas besoin des autres. Il était en capacité de pouvoir lui-même désarçonner ou créer des situations qui... Gauthier n'y arrivera pas tout seul, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça pour moi le vrai souci qu'a eu Metz pendant des années, c'est que les entraîneurs qui ont entraîné cette équipe de Metz, qui ont toujours trouvé ce sauveur devant, à un moment donné, c'était un peu tentant de se dire on va essayer de sécuriser défensivement les choses, de ne pas faire trop de jeu, et au pire, on a notre sauveur qui va nous faire renverser la rencontre. Antonetti a fait la même chose, Bologna a fait exactement la même chose, sauf qu'à un moment donné déjà il faut que ton joueur il soit bon tout le temps et surtout il ne faut pas que tu en prennes plus que tu en mets à chaque fois, c'est toujours la même question. Donc très souvent il y avait ce côté où on se disait qui c'est qu'individuellement va nous porter là je pense que la réflexion aujourd'hui, et Stéphane Le Mignan a un peu raison dans l'idée, c'est que là il faut avancer les choses collectivement parce qu'effectivement individuellement aujourd'hui de toute façon sur les éléments il n'y a pas quelqu'un qui va te... Même défensivement aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est ultra au-dessus et qui va tout te sauver. Je sais que Sané, il a un peu ce rôle de pompier de service quand, je ne sais pas, comme Mboula décide de faire une sortie sur le milieu de terrain un peu kamikaze. Mais contre Dunkerque et Pau, quand ça va être Paris, quand ça va être d'autres, je prends Paris comme exemple, mais tous les autres, même Auxerre aujourd'hui ou n'importe qui. Je veux dire, la Ligue 1 en termes de, il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a plus le droit à l'erreur. Rigueur collective essentielle. Cette fougue que peut avoir à un moment donné Sané, cette capacité phisique qu'il a aujourd'hui est encore c'est un diamant brut, quoi. Il faut vraiment le travailler. S'il est encore là. S'il est encore à Metz, parce qu'on parle de lui, même Boula et des gens comme ça qui sont encore qui sont pétris de qualité. Mais encore une fois, il faut savoir
Je veux dire, moi, je suis gringalé comme je suis, j'ai pris 20 kilos, je bois de la bière, je vais pas face à Ten Iriner sur un ring, je vais se faire plier. C'est même pas rentrer que je te déjà mort. C'est un peu l'idée, c'est que pour pouvoir œuvrer dans cette Ligue 1, faut quand même à un moment donné être à armes égales, être à poids égal avec les autres. Alors poids égal avec certains clubs, c'est pas possible, mais au moins ceux avec lesquels on joue dans notre catégorie, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme les petits clubs de Ligue 1. Et en l'occurrence aujourd'hui, ça me paraît compliqué. Et ce qui me frustre, c'est que dans tout ce que tu dis, qu'on constat, il est 100% vrai, mais si tu réfléchis bien, la plupart des temps, on a eu des sauveurs ou des bons moments, c'est tout le temps en Ligue 2, par exemple. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, on ne fait que souffrir. On l'oublie parce qu'on a une ville de passionnés de football et on est content finalement. Donc Marseille a mis 3-0 à Metz, on est triste pour Metz, mais on a vu 3-0 de Marseille. Et on se contente aujourd'hui de ça par rapport à... Et c'est un constat qui est assez criard pour moi, qui est vécu. Par exemple, nous, à l'époque où on jouait, le public était beaucoup plus difficile avec nous qu'il l'est aujourd'hui parce qu'il sortait de belles années. Parce qu'il a connu les glorieuses de Metz, il y avait Suquires, les Pougel, le côté vice-champion, et puis les années encore d'avant, où carrément Metz était, regardez les championnats, on était vraiment brillants. Donc nous on est arrivés, on a été un petit peu les générations qui ont déçu, qui ont commencé à décevoir, parce que finalement, pourtant on a eu des monstres. Hein. Ouais, j'ai des Bayor, Nyang, Pjanic, Ribéry, on avait quand même des gros joueurs à l'intérieur. Malgré ça, on a commencé à perdre un petit peu en compétitivité par rapport en gros à l'ensemble de la lignée. Et ce qui fait qu'on a commencé à voyager, parce qu'en période c'était déjà comme ça. Là, je pense que on est sur des générations qui sont les vôtres, c'est-à-dire des plus jeunes qui arrivent et qui ont cet amour du club et cet amour du maillot et qui se contentent en fait de ce qui se voit aujourd'hui. Et quand la plupart des gens en fait qui sont contents de voir Metz en Ligue 1 sont plutôt contents de voir Marseille jouer que Pau. Mais en réalité, on s'attend pas quand même à des miracles l'année prochaine, ou alors faut être vraiment d'un optimisme qui est quand même assez hallucinant. On parle de prédiction, on peut se coller un petit peu. Moi, ma prédiction, elle est déjà puisque je l'ai donnée avant le match de Reims. J'étais face à 2000 ou 2500 spectateurs devant l'écran et je leur ai dit, alors nous aujourd'hui on va monter contre Reims, doublé du Dole, but de Hein, on va gagner 3-1, on monte et quand tout le monde commence à être euphorique, et je leur dis, puis l'année prochaine, comme d'habitude, on redescend. Donc j'ai pas changé d'avis. On repart exactement dans le même schéma, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est content d'être en Ligue 1 et l'année prochaine on va rebelote redescendre parce qu'encore une fois les constats sont pas bons. Et je termine par ça parce que je prends beaucoup la parole. Sur le Reims, c'est un exemple, c'est-à-dire que le match de Reims est exactement l'exemple des erreurs de Metz. 80 minutes, on n'a pas touché le ballon. Pour tout vous dire, je fais même une publication sur Facebook. Si jamais vous voyez le bus de Metz sur l'autoroute, dites-leur que le match a commencé. On n'avait pas tiré. 29 minutes, 29 possessions de balles, pas un tir, pas un corner, rien, jusqu'à la 79e minute. Et cette espèce de rebond du Dole qui vient mettre un coup d'électricité à tout le monde et qui fait qu'à la fin, la finalité est heureuse, on monte en Ligue 1. Là où le constat il va être fait pour nous, c'est qu'on est super heureux, on a gagné, on est en Ligue 1, et enfin, on renoue avec l'élite. Ok, mais pragmatiquement, quand vous êtes aux commandes d'un club comme ça, vous regardez le match froidement, vous vous dites on a joué contre des peintres, parce que Reims, ce match-là, ils ont été en dessous de tout, on n'a pas existé pendant 80 minutes, on monte, c'est un miracle. Donc adaptons-nous encore une fois vers où on va aller l'année prochaine. Et le constat, il est encore pas fait. Le constat, il est encore une fois que simplement des comptes d'apothicaire à dire il faut qu'on vende pour tant et il faut qu'on dépense pour tant et on essaye de faire que. Alors moi j'entends qu'Arpignon fait un travail fantastique. On verra encore une fois à la fin de l'année. Mais c'est pas parce qu'on a recruté 2 Géorgiens et qu'on espère que ça va être des Mikotadze qu'on a fait un travail fantastique aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, monsieur. Et on a perdu, on parlait des cadres qui sont partis. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça peut jouer sur l'effectif, que tu perds quand même Mkidja, Idol, Traoré, mine de rien, même s'il jouait plus, je pensais qu'il avait une importance quand même à ce qu'on se prenne par le bois. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la saison de milieu? De toute façon, oui, à partir du moment où il y a des gens qui partent, il y a des gens qui vont pouvoir les remplacer. Et de savoir aujourd'hui si les personnes qui sont censées être les leaders, entre guillemets, aussi bien de l'équipe en général, mais aussi par rapport aux jeunes, hein, parce qu'il y a quand même du jeune joueur qui rentre, hein, Fischer qui est arrivé, t'as jeune joueur aussi, les Géorgiens sont jeunes aussi, donc je parle même pas de Maggio, hein, qui est encore plus jeune encore. Donc aujourd'hui, c'est que quand on se regarde les personnes qui vont remplacer ces gars d'espérance pour être un peu les meneurs dans cette équipe, bah, naturellement, tu vas te dire que ça va être des joueurs comme Sambouli. Là aussi, à voir si effectivement pas sur autant de matchs que ça, quand un leader est pas sur le terrain, qu'il est qu'en vestiaire, n'a pas toujours le même impact que ça. On a toujours posé la question de savoir si par exemple Ismaël Traoré avait eu autant d'impact que ça en étant sur le banc. C'est pas toujours ça. Et après, t'as d'autres joueurs qui doivent aussi s'élever, un joueur comme Hein dans le leadership. Et nous, on a vu qu'il laissait rêver un peu. Un peu d'indiscipline. Il prend vite un peu la colère sur le terrain, ce qui code pas. Parce que les repères, je pense que c'est. Ouais, mais c'est pas. Quand ça prend le dessus, oui. Et c'est pas forcément les bonnes choses après quand ça se diffuse après aux joueurs que t'es censé un peu.
Non, mais ça, J'aimerais bien nommer là, justement, je vous donne une question parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Pourquoi tu penses aujourd'hui que c'est plutôt Gauthier qui a été mis au brassard plutôt qu'un Stambouli, par exemple? Qui a beaucoup plus d'expérience, qui a aujourd'hui vécu tous les matchs. Tout simplement, moi je pense que c'est une entrée aujourd'hui du Lyonnais bas, je pense parce qu'il est dans une situation où il se dit pas est-ce qu'il va être en capacité. C'est comme ça que je le lis. Je te fais tort, on n'est pas dans le vestiaire, je dis juste que Gauthier aujourd'hui, au même titre qu'un Mbappé par exemple qui est capitaine de la France, c'est une aberration. C'est pas un leader Mbappé, il a pas le comportement d'un leader, on pense qu'à lui, il est nombriliste au possible, c'est pas quelqu'un qui est là pour mener nous. Mais comme c'est le meilleur, on lui donne. Gauthier, c'est le meilleur de l'équipe, il n'y a même pas de discussion. Mais est-ce que lui donner cette responsabilité-là aujourd'hui a un sens? Je suis pas sûr. Peut-être qu'il y avait les gens qui étaient à l'intérieur de cette équipe-là, qui nous légitiment à ça, notamment un Stambouli par exemple. Pour le dire, le fait, je sais pas, Stambouli a quand même l'expérience, avec beaucoup de clubs, connaît la Ligue 1. Oui, c'est ça. Gauthier, il ne la connaît pas, la Ligue 1. Il a passé une année, il a été désertique à l'intérieur de cette année-là parce que ça s'est pas bien passé avec Auxerre. Et à chaque fois qu'il a dû y aller, il a préféré faire un choix qui était inverse, en l'occurrence revenir à Metz quand on était en Ligue 2. Donc aujourd'hui, il a déjà beaucoup de choses à se prouver à lui-même dans cette structure-là. Est-ce que lui mettre le poids de brassard en plus saura surtout passer derrière Udol? Parce que vous parlez des transferts aujourd'hui. Udol est pour moi la dernière chose qui ressemblait à du Grenat sur le maillot. Avec Gauthier. Mais Udol est l'incarnation de ce que sont nos valeurs. La résilience, le fait de souffrir, ses croisés, le fait de revenir, d'être à un niveau comme celui-là. En l'occurrence, à chaque fois qu'il y a eu un impact ou un rebond dans des matchs, c'est souvent lui qui le crée. Il était devant aux passes décisives, il était au marquer les buts, il était à défendre. Il a été il a eu un tel impact sur les dernières années sur le club que c'est monstrueux vers un joueur comme lui, parce que au même titre que votre, il ne se remplacera pas. Et il ne se remplacera pas dans la tête des supporters, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il incarnait vraiment nos valeurs. Et en deux, même footballistiquement. Alors pour le FC Metz aujourd'hui, c'était quand même notre Zinedine Zidane. Sur les dernières années, vous parlez du but de Gauthier, et celui qui nous a fait monter l'année dernière, c'est Mathieu, c'est pas Gauthier. Donc pour moi personnellement, le plus important, c'est vraiment lui. Et un Stambouli au milieu de terrain qui a été vraiment une plaque tournante des rôles un petit peu plus ingrats, mais qui sont indispensables. Et la Ligue 1 terminée, ce n'est qu'un milieu de terrain. Il y a que là que ça se joue. Au milieu de terrain, on joue pas et on accélère dans les deux dernières surfaces, contrairement à la Ligue 2 où c'est foufou, ça va dans tous les sens. Donc aujourd'hui, c'est le capacité à gagner la bataille du milieu de terrain, il fait important. Donc on a recruté au milieu, avec les retours qu'il peut y avoir. Un War notamment, qui est quand même sur le papier un bon joueur, mais comme il en est, et longtemps qu'il a pas joué, qu'est-ce qu'il va être en capacité de pouvoir mettre sur le terrain? Il y a toujours un peu ces incertitudes, donc avec un petit peu, ça reste. Après, là, j'en viens au CMS des paris, Le pari, c'est le ISS, ça fait 25 ans, depuis les années 2000, on parie. Ça, c'est sûr. Quand t'as des moyens qui sont limités, alors sans rentrer dans les raisons de pourquoi du comment, de toute façon, effectivement, toutes les décisions que tu prends sont des décisions qui sont de type pari parce que si ça marche pas, tu veux payer cher, quoi. Donc, on est dans cette notion de prise de risque, qui effectivement est obligatoire à un moment donné quand tu vois que même les petits flables autour commencent eux aussi à vouloir jouer un peu à ce jeu de prendre des risques sur pas des profils, pas d'IA. Exactement. Ils n'ont plus trop le choix non plus. Voilà, donc c'est-à-dire que là, c'est celui qui aura fait le meilleur pari possible. Et là, sur le coup, la bataille et les équipes nous allemands de Bertaco. On passe aux prédictions, je pense. Vous savez, j'avais noté, on aurait pu faire un petit point mercato. Je sais pas si on va avoir le temps de proposer chacun un joueur encore à recruter d'ici la fin du mercato. Vraiment, ça a l'air gauche. T'es à la gauche, ouais. Qu'est-ce que t'avais une idée? Parce que moi, j'avais pensé à Massoku. En fait, j'avais proposé. J'ai vu qu'il a signé la semaine dernière. C'est ça que si tu veux, en fait, c'est un de ouf de penser que. Je pense que la semaine dernière, c'est une salade de Malais qui a été testé par Brest. Je pense à Guindo. Ouais, Daouda Guindo. Qui a été testé par Brest en Amical, qui a pas été gardé par Brest. Alors, le besoin qui communiqué Telegram a vu juste que Brest a été avec moi. C'est effectivement un jeu qui vient de Esserbourg, mais. Ah, pas mal. J'ai jamais eu. Si. Pas non plus tu le rends pour tes messes quand voilà, le MC, ça manque forcément peut-être d'expérience, on peut le dire quand même. Le profil avec un peu plus d'expérience, qui va peut-être un peu plus rassurer, genre un Touré par exemple, qui a pas encore formation du club, qui était moi, bon. Il y a beaucoup de clubs. Il était Howard et Euler, justement, n'a pas tout mangé au pouvoir. Il est arrivé au 101. Il a fait 3-4 bons derniers matchs, mais ça ne pas être non plus 6 mois de se revenir au passeport. Donc là, c'est un peu plus que lui. C'est vraiment le premier de. Ouais, je pense aussi. L'idée, toi, pour un. Mais au moins, il faut de l'expérience. Pour lui, on n'en a pas, ça lui en a pas assez.
Ce Thierry, pour moi, il faut recruter à tous les postes parce que je vois pas forcément le titulaire indiscutable en équipe. Quand on voit le 11, bien sûr, Gauthier, on n'en parle pas. Le gardien, il a l'air d'avoir un profil intéressant. En plus, les Le Fioche, ça paraît intéressant, grande envergure, à moins un peu la qualification jeu au pied, mais après, il a l'air tellement imposé, il va pouvoir assurer la défense. Un jeune qui a réussi en vie, donc ça, je pense que c'est un très de profil, c'est une bonne pioche. Après, encore une fois, au milieu de terrain, le retour de André ça qui est intéressant. Non, encore une fois, sur le reste, ça va être léger parce que là, on est en train de parler éventuellement Dortmund, Manchester pour Arnaud-Thierry Gay les vendre. Moi, ce que j'ai lu de Patin Gay, il faut vendre à 15 millions 2 fois, 3 fois, 4 fois, qu'ils prennent le train, mais l'amène Bravo aussi. Parce qu'à 15 millions, pas décollé, hein. Je veux dire, là, aujourd'hui, c'est un miracle, hein. Alors, on va peut-être devenir un génie de temps, dans Bellario, pour le connaître un petit peu, pour le connaître surtout Yorami et Franck Guerria, dans le recrutement à Lille, Bayeux, c'était quelqu'un, c'est souci, c'est moins de 30, c'est quand même un zodo. Là, on arrive sur quelque chose, bon, voilà, c'est un Balekani en puissance, donc, sans l'égalité. Pour ça, ça aussi, lui aussi fort. Là, je sais pas, encore une fois, et là, on est en train de parler une semaine du championnat, le vrai constat, il aurait dû être fait en juin. Le départ de Mathieu aurait dû être bien anticipé. Je trouve que c'est légitime. À un moment, en arrière-rouge, on le trouve pas dans le temps du mercato, alors qu'on savait pertinemment qu'il y avait un accord verbal entre eux. Oui, c'est ce que j'avais dit. Maintenant, alors une fois, ils ont essayé de faire en sorte de forcer. Et de respect que il me fait encore une fois, c'est pour les deux soulettes, je le dis parce que j'ai mis plus de mots pour le décrire, mais j'étais là de ce club-là. Et aujourd'hui, il y a plus d'écho un peu critique un mec comme Udol, alors qu'il a donné toute sa vie à ce club-là, et au moment où il a eu envie de voir autre chose, pour deux constats qui sont simples et qui seraient faits par n'importe quel d'entre nous, quand vous avez une opportunité ailleurs qui pourrait être bonne. Mathieu, c'est un homme de club, Lens avec une tribune à côté, quand vous êtes latéral aujourd'hui, ça a un sens. Avec une augmentation de salaire, il a 28 ans, il reste enfant, ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour lui. Qui montre critique, pas trop Lens, pas Foxy, pas Foxam. Je pense aucun club qui a eu l'Europe osé familier sur un mec comme Edouard. Et puis il faut aussi prendre conscience aussi de ce qui est devenu FCLS. Aujourd'hui, Lens, pour à côté de nous, c'est le Bayern de Munich, hein, fait pas. Mais oui, c'est moi, j'ai Metz dans le cadre, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, Farren, il paraît ce qui est comparable. Et Mathieu, sur le deuxième constat, faut pas d'inclure un dia de trop, mais quand il est dessus, la prédiction que je vais faire, il la connaît, hein. Il est à l'impact. Et c'est quelqu'un qu'avec ce qu'il va faire encore une fois le club. On lui demande de rester, on lui demande de remettre le tout vert au nom de ça. Je vois même à Sylvata Stendutch et un euro du club qui vient, qui fait des pamphlets sur LinkedIn en nous faisant comprendre qu'il honore le contrat, qu'il respecte le maillot, qu'il passe et tout. C'est gentil ou quoi? Pour encore une fois que 20 ou 25 août, ça du Boussané dégage, Royer dégage, ou des meilleurs dégagent. Allez, mais tu en mets encore une équipe mousse pour rejouer en Ligue 1 et puis y aller, mais il faut respecter un peu les joueurs aussi. Il a le droit d'avoir une volonté parce qu'il connaît comment fonctionne le FCNS et qu'il sait qu'on ne sera pas compétitif cette année. Donc s'il a le bateau coule une nouvelle toile, il a envie de sauter cette fois-ci parce il a la capacité de le faire, il ne doit pas le franchir, hein. N'importe lequel. Parce que tout le monde fait ça aussi, mais on peut pas lui dire que lui, pour le coup, il n'est pas de club. Il a le club, il l'a donné jusqu'au bout de pied, jusqu'à la fin, il a donné tout ce qu'il pouvait, il a fini complètement à plat. Bon, dans cette année, encore une fois, c'est demandé, donc plutôt avoir du respect pour ça et puis faire en sorte et que le club anticipe tout ça. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on est en train de débattre à tour de Strasbourg. Ils le savent depuis septembre l'année dernière, partir. Parce que c'était donc ça fait quand même un an pour avoir une prédiction ou se projeter sur quelque chose, quelqu'un qui vient remplacer. Il pensait le retourner. Il pensait effectivement qu'il fait la prépa d'avant-saison et que comme l'année dernière, quand il s'est embarqué dans la prépa d'avant-saison, ils ont réussi à lui faire passer la pilule de Saint-Etienne. Donc ils se sont dit, on a réussi à lui faire passer Saint-Etienne, on arrivera peut-être à lui faire passer ça. Sauf que le problème, encore une fois, c'est que vu que tu devais déjà avant d'envisager quoi que ce soit comme recrutement, forcément à un moment donné, Udol dit mais par les carrés justement, enfin, c'est un pari, faut vendre des gens qui ont recruté derrière. Et puis à un moment donné, faut lui dire une chose, hein. Lens, aujourd'hui, son projet, c'est la projet de stabilité. Malgré ce qu'ils ont fait, les ventes qu'ils ont fait notamment l'année dernière, c'est plus stable de commerce. Et comme je l'avais déjà dit à certaines personnes, Udol va peut-être connaître pour la première fois de sa carrière un projet stable.
où il n'y a pas ce risque de se Il y a un projet qui n'est pas dans son vœu. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Tu dis, il faut vendre pour recruter. C'est ce qu'on nous dit depuis des années. Ça, c'est les politiques, c'est Macron. Faut voter pour moi pour que je fasse ça. Parce qu'au final, il nous l'a profond, si je peux être un peu vulgaire, parce que depuis quand quelque chose de brillant. Non, mais depuis quand on n'a pas recruté quelque chose de brillant? Non, mais on vend pour 20, 22 millions et mais ça n'avait que pour 2 millions. C'est dans ça qu'on a acheté pour recruter. C'est à fait qu'on a acheté après. On n'a pas acheté. À part les capacités solutions d'achat, mais. Sauf que quand il dit Arnadio, je vais vendre et je l'ai acheté derrière, il a vu toutes ces années qu'il n'avait jamais rien là où dépenser. À un moment donné, les solutions d'achat étaient provisionnées puisqu'on s'attendait à l'EUV, c'est-à-dire Boula et Demaguet, donc c'était. Vous pouvez l'anticiper sur la saison, des provisionnés, voilà. Mais effectivement, à part ça, tant que tu vendais pas, l'effort qui a été demandé soi-disant pour Fischer n'a pas été forcément concédé s'il n'y avait pas eu une petite vente des Diallo juste avant, par exemple. Ah mais d'accord, parce qu'il y a énorme. On passe pour le gardien. Il a dit qu'il passait par le président pour avoir des cordes, de backtape, ça a été difficile, ça a assez de temps. Entre ça, que ça soit ça prenne du temps, c'est bien. Bon, c'est bon qu'il est arrivé parce qu'on en avait même plus. C'est 3 millions. C'est un 3 millions d'un titulaire en bas d'un mec qui éventuellement va être peut-être un cauchemar remplaçant. Sauf que nous, un jeune qui paraît un peu bankable et qui est pour le coup, où là, on est dans le schéma de ce qu'aime Monsieur Sorin. Ouais, c'est son grand schéma. Le jeu, on doit éventuellement revendre derrière et faire une plus-value sur laquelle on pourra se sortir. Parce que le schéma du jeu, j'ai pas 15 millions pour revendre Radou 3 ans après, ça intéresse pas. Mais le jeune, à un moment donné, comme ce qu'il fait par rapport à Dakar notamment et sa filiale pour faire des plus-values sur les joueurs, là, on est un B. Ce cas figure là, si le Garnier il performe aujourd'hui à son âge en Ligue 1, qui fait une bonne année, en plus il va avoir 35 tirs par match, tu vois. Bon, et alors, après tu vas voir son entrée. Peut-être qu'on aura droit à faire quelques parades, on pourra peut-être se mettre en avant. Ah, c'est bien. Non, mais l'été dernier, on a dépensé 4 millions et demi à la je pense qu'on le dépense sur le coup cette année. Hein. Ouais, là, où est-ce que c'est Fischer et puis après pour les options d'achat, mais On a ça, et le reste, c'est que les prix. oui, c'est que Les prix à dépense, ça va dire, le reste, c'est un prix. Après, les joueurs lire aussi, mais bon, c'est écrit signature. Ça nous débat. Dans de quoi ça coûte. Puis après, de toute façon, aujourd'hui, quand on a parlé du close de à gauche, l'Ogli, la liste des joueurs libres est compliquée, puis en plus, en concurrence avec Touli dessus et n'était pas la meilleure puissance en termes de salaire à proposer, je pense que l'affaire du gardien de but a très bien montré. Faire venir un joueur libre après la prépa, un joueur libre, tu prends au début de la prépa, ça prend pas 20 autres. Ça va être un prêt, sachant que je vais le puter là-dessus, mais la mobilité de joueurs rentrés. Mais je crois que le souris de Tipa, celui qui est, il va pas. La stock avait Tipa un prêt à donner un peu des. En fait, parce que contrat suspendu à la tête de la guerre européenne, à chaque événement mais les no-one, ça sera sur les zones là, et puis Gunflon va retrouver. Non, mais ça aussi, en termes de modèle, quand vous avez décidé d'être web série, avant de recruter, pas un problème ça, mais il faut rendre tôt. Le problème avec aujourd'hui, c'est grandi, ils ont pris toujours le bout de gras pour que finalement on se retrouve dans une situation où on soit moins cher que ce qu'on aurait fois sur deux au départ. Et à mon côté, on est 15 derniers jours. Le problème des 15 derniers jours aujourd'hui, c'est que c'est pour en vacances. Hein. C'est la loterie. Hein. On me dit que j'avais une dernière minute pour partir en last minute et avoir les opportunités que j'ai. Mais il faut encore les trouver, les opportunités, il faut savoir se positionner, et puis il y a des concurrences ici en face de lui. C'est un peu comme ça, les disques. De faire une affaire en fin de mercato pour moi, en se disant que le joueur il a un peu au bout de piste, il va être moins bon sur le salaire peut-être, et plus une vérité autour de lui. Enfin, ça n'a jamais même vraiment été. C'est encore une fois un calcul qui est discutable. Il vaut mieux anticiper les choses, construire, et on sait surtout, et on le verra, et ça va être un promotion sur le PSG par exemple. Avec cette Coupe du Monde des clubs à la fin, tous les clubs qui sont donc à faire. Non, mais parce que c'est bien, mais à un moment vous arrêtez jamais. Ils ont 2 semaines de vacances, ce sont pas une prépa correcte, ils vont démarrer un championnat sans être prêts physiquement. Mais est-ce qu'ils vont être en capacité dans la deuxième partie de saison d'être efficaces comme ils l'ont été jusque-là? C'est une vraie question, ils organisent les blessures, et c'est vrai, du monde en plus avant. Voilà, tout à fait. Et dans le truc, de ça, c'est la même chose. Là, la rue de vue qui est pas avec toi, qui est pas avec Congo, se mêle pas. Elle prend un retard à l'image, et pour que tu prennes une défaite, 2 défaites, tu commences à douter, et tu commences ta saison un jeu à la tronche de travers, alors que finalement, t'aurais démarré 5-6 semaines de préparation, tu unis le groupe, et à part sur ce que tu voulais au départ, plutôt un truc collectif, soudé, avec des mecs qui ont envie de se défoncer. En 2 ans, on sait pas vraiment le schéma tactique préférentiel.
parce qu'il essaie de dit ouvertement qu'il y aurait 2 schémas, puisqu'il y a le schéma dans Ça joue à 3 en défense. voilà, il y a le 3 permanent qui est en défense en attaque qu'on a vu notamment contre Thionville, contre 3, on voit peut-être contre Frenheim. Et on a eu ce qu'on est contre c'était Mondorf Red Star, c'est-à-dire le schéma classique, on est 4 en défense, mais en attaque on repasse à 3 avec un des latérales qui marque. Le problème de ça, c'est que ça a une vraie influence sur qui tu recrutes, parce que si tu décides de privilégier un schéma permanent à 3 de pistons, tu veux recruter donc un piston, c'est pas la même chose si tu décides de revenir sur le système à 4, où là tu veux plus un latéral qui a quand même des capacités défensives un peu plus importantes, parce que lui tu vas lui demander peut-être de rester derrière, notamment pour privilégier le côté droit. Alors on a Kwao et VDK qui en ce moment fait une bonne préparation. Donc il y a aussi cette incertitude de t'exposes, tu définisses, et donc pour pas te tromper dans le joue. C'est comment tu le définis? C'est ça que c'est intéressant d'évaluer aujourd'hui. Tu vois la qualité intrinsèque de ton équipe. Tu définis, donc tu fais un système par rapport à la qualité de tes joueurs, ou ceux que potentiellement pourraient arriver, ou alors qu'il est humiliant, donc t'es Luis Enrique ou t'es n'importe quel bon coach aujourd'hui, et c'est ce que je reprocherais un petit peu à ce coach-là, c'est que son idée précise à lui, elle est pas connue. Il fait en fonction de ce qu'il a avec lui. Donc ça, c'est un fait. Mais quand on a un coach qui vient de monter de Ligue 2 en Ligue 1, en capacité à un moment donné de taper du poing sur la table, à dire aujourd'hui, moi, ma vision des choses, parce que sa vision intrinsèque, lui, ses qualités, ce qu'il veut mettre en place. Quand t'es coach, tu dois les avoir. C'est pas simplement parce que t'as Kwao qui est un bon défenseur. Si t'as un défenseur, enfin un coach qui aime jouer à 4 défenseurs, que t'es n'importe lequel, il jouera dans son système. Et il fait plier les joueurs à son système, adhérer à son système et il reflète. Aujourd'hui, le petit reproche que je peux avoir à l'Union, ce qui est moins criard encore une fois en Ligue 2, mais il verra en Ligue 1, on en reparlera, c'est cette capacité tactique à s'adapter et surtout à faire quelque chose, d'avoir une idée précise. Aujourd'hui, toi-même, tu sais pas à vos journées. Là, tu départs comment on va le jouer activement. Donc imagine-toi, c'est déjà un premier signe pour moi qui n'est pas normal. Aujourd'hui, tu diras pas à Luis Enrique, ouais, t'as Hakimi, je veux que tu joues à 5. Il joue comme il a envie, et Hakimi, il le fait jouer à bon centre, il a envie de le faire jouer à bon centre, il fait jouer à bon centre, parce qu'il a une idée. Et le coach doit avoir une idée. C'est pas parce que t'as Kwao, idole, que tu dois jouer à 4, c'est parce que toi, t'as décidé de jouer à 4. Les joueurs aujourd'hui, quels que soient les joueurs, sont en capacité de s'adapter à un système. Depuis si on joue dans tous les systèmes. Donc tu dois normalement avoir cette logique-là. Et là, en l'occurrence, c'est l'inverse. Il est en train de faire un truc, ou il est en train de faire avec Moreau, en fait, il a pas la recette. Il lit pas une recette, il a pas la recette. Il a des ingrédients, il se dit, bah voilà, il fait un peu le vide-frigo. Et aujourd'hui, je vais faire une table, je mets tout dedans parce qu'il me reste ça. Et c'est pas ça. Il faut arriver à avoir une ligne directrice. On va être contre une adversité colossale. Et il faut savoir comment on fait, pas toutes les 2 minutes changer. Ce qu'on a fait souvent avec Bologna à une époque où il s'est entêté dans les choix qui étaient catastrophiques, ou avec d'autres même précédemment, c'est ça, c'est qu'il y a un bas de, il y a pas ce coin en haut qui est décideur et qui dit c'est comme ça qu'on va jouer. On a perdu ces bras-là. Continue, parce qu'à force on va être bon et on va y arriver. Puis il y a la peur et l'appréhension qu'un pomme de coach qui peut expérience en Ligue 1 peut être tenté. Et encore une fois, moi je pense qu'il a des convictions, notamment de ce qu'il a fait quand il est international, parce que son schéma de je suis à 4 en deck et je passe à 3 défenseurs en attaque, ça c'est un peu sa marque de fabrique. Quand on m'interroge de certains de ses anciens joueurs, il dit il dit oui, effectivement, c'est ce qu'il fait. Maintenant, le problème c'est que là, il va arriver dans la Ligue 1, là où ça tape dur, et s'il a peur, le schéma à 3 défenseurs de piston peut vite se retrouver dans un schéma à 5 défenseurs. Ah, c'est un 5, mais il y a 5 devant, comme on avait le volume. Ouais, non mais c'est ça. Et là, le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on voit les implications, quand je commence à voir un Titajuili qui est recruté plus et le droit, il a été bon en club, en ailier droit, mais pas en tant que piston, parce que même s'il a joué en sélection, on le recrute sur ce qu'il a fait notamment de bon la scène d'avant en tant qu'ailier droit. Que je le vois défendre effectivement et à 3 il était en fait défensif. Le but qu'on s'en contre son c'est que je suis on voit qu'il est pas à sa place. On voit qu'il a pas l'habitude d'interagir avec le gardien à ce niveau-là. Donc à un moment donné, moi aujourd'hui, avec l'effectif qu'il a, parce qu'encore une fois, les décisions se sont prises avec le directeur sportif sur un esprit tactique. Il doit respecter sa réceptivité au défi, pas commencer à avoir peur. Mais attends, c'est à dire qu'à faire. Et il faut être conscient qu'il y a un gros risque et qu'effectivement, on peut avoir peur parce que prenez l'expérience. Ouais, mais la peur, comme l'année c'est écrit déjà quand tu démarres, t'es le FCNS aujourd'hui, n'importe quelle personne qui pourrait te faire il est chanceux du club de Ligue 1, mais non, pas là. Il n'y en a pas un qui va te mettre ailleurs. Donc au final, c'est comme de jouer le PSG toutes les semaines. Tu peux que faire un exploit.
tu te maintiens aujourd'hui avec une équipe comme ça, tu arrives à créer quelque chose. Il a tout à gagner là-dedans, parce que finalement, qu'est-ce qu'on dit à chaque fois qu'on redescend aujourd'hui? Ouais, on n'a pas refluté, ouais, mais le président veut pas dépenser. Les problèmes au fur et à mesure de la saison ne passent plus et des sortes de l'entraîneur et du groupe viennent rejaillir vers ce qu'est le club, parce que c'est une réalité. Le problème, il est à ce niveau-là. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le Lignan, n'importe lequel club le mettait, subit une politique sportive qui est compliquée à gérer, parce que la politique économique est vraiment le fer de lance de ce qu'est le FCNS aujourd'hui. Et du coup, il a toute excuse. Donc la peur, il a pas à l'avoir. Il faut y aller, y en tête avec des idées, avoir des convictions, et puis faire adhérer un groupe à ça, et en espérant que ça se passe bien, parce que il suivra aux situations de monnaie peut se renverser. Le foot te permettre d'immenses joies et d'immenses surprises. Donc voilà, il faut y aller dans cet état d'esprit-là. Puis y aille peut-être baisser, mais avec des idées qui ne subissent pas quelque chose. Je pense que Fifo, on voit jaillir de sa manière de coacher et d'entreprendre des choses et d'entreprendre cette division avec une clarté, en fait, qu'on se demande pas qu'est-ce qu'il a voulu faire en sortant d'un match. C'est pas normal. Aujourd'hui, n'importe quel supporter est capable d'analyser un système tactique, qu'est-ce qu'il a essayé de mettre en place, ce qu'il a essayé de faire. Et soit être dans une continuité, essayer, dans une continuité de ce qu'il y a à Attention. On passe aux prédictions, pour finir, tranquillement. Alors, d'après vous, justement, on parle on se projette un peu sur la façon dont Metz va jouer, est-ce que ça va être plus défensif, offensif, mais là, si on parle concret, d'après vous, à quelle place va finir le club déjà, si on commence par l'aspect collectif? Vous voyez, moi, toi, j'ai compris. Si jamais ça va redescendre, vous le trouvez la gérer, mais Il y a bon barragiste que non. Je sais pas. Je sais pas. Je les vois pas au-delà dans les 3 dernières places où lui, dans l'état de choses, là, on est en train de parler, on est le 9 ou presque. On a voilà. Si Jeannet arrive, 4 gros joueurs sur la sortie, et qu'on perd pas trop de monde, qu'on perd pas sur Cavani, je crois. Cavani qui avait un terrain de pied dans le mur. Mais ouais, c'est cool. Tu sais, tu parlais d'arrière-gauche, vous me parlez de joueurs, mettez Signorio, hein. Vous me mettez une prépa, j'ai vu que tu disais en bas de mais tu la bloc, Franck, c'est un besogneux, franchement, c'est même pas pour dire, mais aujourd'hui, tu parles de Cavani, tu rigolerais, le voir arriver ici, ce serait la meilleure chose. Voilà, moi, pas quelqu'un assez pragmatique, moi, mes décisions, mes choix, ce que je peux relater, c'est, moi, j'enlève l'affect, ce club-là, je l'aime plus que tout, c'est aussi pour ça que je transpire à chaque fois que j'en parle, mais pour le coup, je vois pas autre chose, autre issue que ça pour l'instant par rapport à ce qui m'est proposé, malheureusement. Bon, bah, moi, il était très optimiste. Je les ai mis en 13e position. J'ai été très optimiste parce que je regarde aussi ce qui se fait à côté. Et il y a beaucoup de clubs, ça me paraît assez alarmant, du côté de Toulouse, d'Auxerre, même de Lorient. Donc, je me dis qu'on a peut-être notre carte à jouer là-dessus. Évidemment, c'est assez peut-être comme constat d'avoir sa carte à jouer par rapport à la concurrence. Voilà. J'ai envie de partir optimiste. Je fais le même que toi, je prends aussi la concurrence. Ouais. Je vais pas taper la même issue, mais pour aider coup, c'est aussi quand il l'a fait. Donc non, c'est vraiment, t'as raison, regarde le club. Donc, très heureux. C'est ce que 16e, barragiste, et allez, on va se plier un peu, j'ai relayé dedans. Ah oui, quand même. Le barrage, mais tu les vois aller à Rio. Point de vue statistique, meilleur doteur de l'équipe. Ah, du coup, on a Malouin. Ah oui, non mais alors... Non, ça se fait Ah, tu peux le Bah, non, franchement, moi je pense barragiste aussi. Barragiste. Mais... Barragiste, mais je sais pas s'il gagne le barrage. c'est qui serait 3e Ligue 2 et assiste. Ouais, c'est que ça, c'est... Je le vois dans sa pétier. Et juste sur le côté, pour moi, il va une c'est bon, remonter de la bleu, c'est ce qu'on va assurer. Attends, c'est un écolier. C'est une bien feuillée, je pense que c'est la pédu. Là, ouais, des pochetis. Comment ça part? J'ai eu une déclaration encore sur Savani. C'est comme tirer à Doulet, ça a l'air compliqué là-bas, et ça un peu. Quand il y a de la stabilité, ça va, mais quand ça tangue un peu, c'est compliqué. En moitié fou. Je vais parler des supporters, les dirigeants, la famille Nicolin, comme en particulière. Ça va pas être simple. Il y a Clermont. Oui, alors toi, t'as pas une de comité pour les nœuds et bien confiance. La langue, Vraiment, faut se méfier. attention, Le Mans. Les 4-0, là. Ah oui, non, C'est vrai, Le Mans, ça m'étonne pas. Je pense que Le Mans peut faire. Puis il y a les investisseurs, c'est vrai. Milan Roma avec. Milan Roma, exactement. Et le Abanda aussi, qui passe par Serein.
qui passe par le Milan AC aussi. Une carrière assez. fait Milan AC ce. Ouais, il est quoi. Alors je parle de Miko Tadze tout à l'heure, qui sera le meilleur buteur selon vous de cette équipe, sachant qu'on ne sait pas si Metz va recruter un neuf, s'il va partir. À défaut, j'ai mis le Hein avec 7 buts. Moi, c'est sur les petits. Il a fait le même sens. Et il avait mis exactement la même chose, beaucoup aux 7 buts, Saint-Étienne. Moi j'avais mis 6, mais surtout parce que je pense que c'est lui qui va être le moins affecté par ce côté non-décision sur le schéma tactique. C'est lui qui va être le moins impacté en termes de genre le sort du 11 par rapport à ça. Oui, de la saison, on est sûr de jouer les 32. Bon, pas contre Strasbourg, lui, Tobé qui est suspendu. Au niveau des. J'avais lu aussi meilleur passeur dans la liste. Je voulais dire Ludol. C'est con, il joue plus. C'est vrai. Mais passeur de lance, ça. Non, Gauthier, pareil. Peut-être si t'as joué. Moi, j'ai mis BDK. Faut le voir rester. Je pense qu'il va rester. J'ai mis lui de quoi Oui, moi je sais pas, il est dans les droits. c'est En vrai, pourquoi pas. Moi c'était BDK, ouais. Je t'ai décidé, mais le problème de la DK, c'est le schéma, peut-être. Si les schémas pistons, je vois effectivement faire des À la base, c'est le schéma lumineux avec des pistons. pistons de Le schéma passe tes points, c'est pas fait beau. qui aujourd'hui est normalement titulaire dans ce que les DK, sans fois, c'est pas mis tout en retard. Pas ce qu'on fait de VDK. Il avait une bonne prépa, c'est pour ça que je te dis, mais je suis inquiet, j'ai besoin d'un arrière droit. Je me réveille au mois d'août, c'est que j'ai pas travaillé, mais s'il est vraiment ce besoin-là, c'est un joueur très intéressant. Sauf que là, il sent que le Mans il est en train de tourner en sa faveur. Si le million passe à 2 pistons, il se dit, bon, Oui, le reste. faut pas plus haut, même plus bas, hein, dans un rôle de central droit. En tout cas, il a pas hésité à C'est du mal à imaginer ça, lui. ce qu'il avait resté. Carrément, c'est un bon truc défensif. Ah, mais peut-être pas derrière, c'est là où peut-être qu'il va faire cette solution-là pour, mais je pense pas, parce qu'il a descendu une Kini maintenant dans les 5 pros. Je pense qu'il aura pas connu. Donc, meilleur passeur, ouais, BDK, VDK, ouais. la révélation de la saison. Là, on va voir. Après, ça dépend aussi, encore une fois, peut-être, je pense, des départs. C'est-à-dire le gamin. Ouais, j'ai Michel. mais pas. Vous êtes assez invité par. Il a assez de personnalité et tout, j'ai trouvé en interview. Vous avez vu la page d'avance Les annonces. Vous avez son Non, non, ouais. bien de Norvège, oui. Regardez, c'est bon de tomber dans le piège. Il est très mature. Et moi, j'avais vu un podcast de lui d'une heure où il parlait un peu de quand il fait son transfert de Danemark à son club où on l'a acheté là. Il expliquait un peu quand il est arrivé, machin, la pression, parce que du coup, il expliquait qu'il remplaçait un gars qui avait énormément de matchs avec ce club norvégien en question, parce que grosse pression, comme mec qui remplace un gars qui était là depuis longtemps, machin. Il avait un peu d'arrêt à disposition aussi. Ouais, un peu avec vraiment ce côté genre on t'attend ton nom quoi. Et donc lui, j'ai clairement non là c'est normal, assez mature, comme mec est bien proposé par lui. De toute façon, les gardiens ils sont ou complètement siphonnés, on s'est dit que ça. On a vraiment siphonné les années d'avant, on va voir peut-être le son. Donc, Casvillère de Jonathan Chier. Bien sûr, allez-y. Je pensais c'est un mec. Parce qu'il parle bien anglais, donc du coup ça on peut facilement le voir. Où il parle vraiment toute sa carrière de gardien Danemark et en Norvège. Il a un peu de sa façon de son. Fasse pas 20. Non. On a réussi à faire plus d'heures en carrière justement. Non, mais il est fait son site de gardien, tout bien ça. Il a des propres en passage, je pense aussi. J'ai vu une histoire comme ça. Oui, la séance de Pass, bon, de passe, mais non, mais ouais, Pass, lui, c'est un bon ticket. Parce que le reste, le problème, c'est que les autres jeunes qui pourraient se révéler, pareil, est-ce que Major aura du temps pour se montrer? Ça, c'est pas sûr. Et le reste des jeunes, même les Géorgiens, aujourd'hui, pareil, ça peut être impacté par rapport à la tactique, quoi. Si la tactique est pas, les met pas en valeur, et même les fait pas jouer tout court. Si t'as vu, s'il finit piston alors qu'il est mis pour jouer lié, déjà, ça va être Ça peut être facile pour avoir vécu un petit peu ce système-là. C'est pas facile de se mettre en valeur en Ligue 1 le semestre où vous avez pas le bac. Bon, il est défensif à un moment où vous le touchez très peu. Quand vous le touchez, vous êtes toxique parce que ça fait 2 minutes que vous courez après. Et non, c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile d'être aujourd'hui offensif à Metz que d'être au PSG quand vous avez tout le temps la balle et que le ballon vous arrive toujours quand vous êtes reposé. On passe de faire une accélération, de mettre un pied down, de faire aujourd'hui. Il faut avoir un coffre énorme pour jouer dans un club comme un autre, parce qu'il est carré, tout le temps, on cavale pas, après le ballon, on va avec, quoi. Donc c'est vachement toujours difficile quand vous êtes souvent dans le rouge au moment où vous l'avez dans les pieds, c'est un petit peu ce qui est.
ce qui a pêché en Ligue 1 la dernière avec Pologne, on voyait, était vraiment bloc très très bas, on avait beaucoup de mal à la récupérer parce qu'on n'a pas battu sur le porteur, et quand on l'a récupéré, on l'a repéré un les énormes parce qu'on n'arrivait pas à conserver. Ça, j'ai dû faire des complètement rouge à chaque fois. On subissait trop de ça, Ça, c'est cool. Donc, moi, je pense que leur capacité à exister sera d'exercer un énorme pressing, d'avoir une capacité physique, et ça, pour le coup, ils ont cette qualité-là. Je trouve que l'équipe, dans son ensemble, a quand même un gros coffre, la capacité de répéter beaucoup d'efforts. J'aime pas VK, par exemple, on est en capacité de faire beaucoup d'efforts. Pareil, Udol était déjà dans ce cas, enfin, ils ont quand même un gros volume de jeu, ce qu'on appelle le volume de jeu, et dans l'occurrence, il va falloir s'appuyer là-dessus parce que ça sera la chose la plus importante. Moi, ma révélation, Majo, je pense, devant Kang. Je pense que si on l'a convaincu de ce qu'il était quand même annoncé à droite à gauche, je pense que déjà si on l'a convaincu de rester, je pense qu'on va afficher un projet. Et dans la mesure où soit on recrute quelqu'un, soit on garde Gay et lui, il m'a senti en doublure, à un moment donné, il va soit passer devant, soit avec ce rôle de super sub, il va avoir... En fait, John, au profil, il est déjà prêt pour moi. Physiquement, il est prêt pour la Ligue 1. Physiquement, pour son âge, il est hors norme, tu vois. Oui, là, tu te dis passer devant quelqu'un. Mais, si quelqu'un il aura. Pour moi, aujourd'hui, sur la ligne de front d'attaque du FCM, c'est personne qui a un déboulonnard. Oui, Tous les autres sont sur un pied de qualité. On peut pas dire de Gay, il a fait 6 mois où, légitimement, il arrive, je suis titulaire en Ligue 1, et du mois d'août, c'est moi d'ailleurs. C'était même se dire que c'était pas un miracle, de dire qu'il met 5 buts quand on sait qu'il arrive à se blesser l'année d'avant, et qu'entre guillemets, dans la discussion, quand on est à l'été 2024, il n'y a pas l'histoire de « Ah, mais Idrissa Gueye arrive dans 6 mois pour éventuellement le front d'attaque ». Il n'y avait pas d'histoire de ça. L'histoire était même plutôt Simon Wieser avec Ivinson. Comme quoi le monde a fait. Et donc, non, et puis par contre, il va peut-être avoir une ou deux titulations, parce qu'entre le moment où tu vois Idrissa Gueye si tard et le moment où tu as créé son remplaçant, et il y a un risque que ça soit à la fin du mercato, peut-être que Majo il va peut-être enfiler 1 ou 2 matchs en Euro. T'as les 6 années aussi qui peuvent... Et on pense peut-être un peu en retrait de l'avancement, donc peut-être avec... Contre Gay, s'ils sont partis pour le vendre, ils le font jouer. Donc on peut déjà partir du principe qu'il est Neymar, s'ils veulent le vendre 15 millions, 13, s'il va avoir rester le mois d'août sur le banc, il faut le mettre. Ah oui, il est jeu. Mais en premier moment, on voit que tu le vends et que sur côte son suivant, Majo, il y a peut-être un petit créneau de 1 ou 2 matchs où il va boire son terre, voir contre quel adversaire. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, l'âge n'existe plus. Vous voyez, il est vraiment bon en entraînement, le coach Van. Il ne vivra jamais d'un joueur qui peut avoir des capacités et serrer le collectif vers le haut. C'est aussi les bons joueurs. Bon, si on est un peu plus dur, est-ce que vous voyez un joueur, quel joueur va vous décevoir, quel joueur va flop selon vous cette saison? Moi, j'ai mis Jean-Philippe Gilbert. Ouais. Voilà, il était arrivé par son recrutement, surtout que c'est pour jouer en défense centrale, apparemment. Je pense qu'il est pas habitué à ce poste-là. Ouais, il est pas habitué à pour ça. C'est moche que j'en ai vu du match avance et de la prestation à Thury qui était un peu plus athlétique, certes. Là, c'est passé une ligne 2, pas relativisé. Mais ouais, je suis pas hyper content de ce recrutement, mais après. Faut que physiquement il soit bien. Je pense que dans quelques semaines, il est plus à l'aise. Moi, je me demande plus ça que d'être contredit par ces performances. Après, j'espère que si ça marche pas derrière, on va vite le remettre soit en doublure de 6, mais qu'on va pas s'entêter dans ce truc. Ouais, de toute façon, il y a encore du tout à faire. Pour moi, quand bien même si ça du bout reste, il faut encore un défenseur central, même si Idrissa Gueye il reste, il faut encore un buteur. Pour moi, il y a pas assez d'expérience sur ce poste-là. Déception. Toujours le système. C'est ça qu'on pense, c'est que... ce jeu, là, il s'achète un joueur, c'est pour le jeu, quoi. Pour le jeu, si... ça motivera peut-être s'il écoute. Exact. Et moi, je pense également que Kwao va avoir une grosse pression l'année prochaine. Je sais pas pour, parce que déjà, je pense qu'il ne voit pas venir Veneka. Que Veneka, il dit ça parce que t'y retournes l'air, mais Kofigo est un peu l'une des victimes entre guillemets de l'arrivée de Boni, dans le sens où c'est quoi imposer, c'est donc de me partir titulaire. Colin arrive en plein mois d'août, il se fait directement mettre sur le banc pour Colin, une décision discutable. Et voilà. Et il finit numéro 3, et il finit par presque partir à chaque, je pense. Il devait. Il voulait à chaque. Mais il voulait qu'il aille à chaque. Et du coup, je suis pas lui par contre, parce que lui, il a une grosse situation concurrentielle par contre. Et lui peut. Voilà. Le reste après, encore une fois,
Généralement, ça n'aime pas si titu en fonction du système, toujours pareil. Le système, c'est un peu remettant. Par contre, on sait, dans les deux cas, on aurait bien pile un latéraux, un piston droit. Et là, Ko, j'ai peur que il peut y faire. Il ne saute pas, hein, parce que j'adore ce joueur-là. Je trouve même ce qu'il adore dans le vestiaire, c'est bien d'avoir quelqu'un de jouer comme lui. Mais il peut pas forcément bien supporter le fait que les dégâts est en train de dispenser. Je pense qu'il a une telle insouciance, ce joueur-là, il a une bonne mie, il a la joie à jouer. Il a une capacité à, je pense, oui, faire partir des gens qui savent la chance qu'ils ont d'exercer ce métier-là, par rapport à peut-être des choses vécues ou je ne sais quoi, même un contexte familial où elle peut s'imaginer, mais à chaque fois que je le vois, je trouve qu'il est rayonnant. Donc, cette pression-là, puis même, je pense même que dans le vestiaire, c'est, même en étant dans une situation de concurrence ou de pas jouer, ça reste au port des personnalités sur lesquelles on peut s'appuyer malgré tout, avec un bon état d'esprit, pas le genre de mec qui tire un groupe un peu bas, ou qui commence à essayer de tourner la couverture sur lui. Je sais pas si vous avez vu là récemment il y a le joueur, le coach de Marseille, qui fait, il y a une vidéo qui tourne en ce moment pour le vestiaire sur le fait qu'il a raté le penalty, qu'il s'excuse devant tout le monde, pas ses tubes. Et qu'en fait, le coach ne lui demande pas de s'excuser de penalty parce que ça, il a été courageux de le tirer et que c'est pas grave, c'est la faute de tout le monde. Et du comportement qu'il a eu le matin, parce qu'il a les amis qui donne en rencontre titulaire. C'est plus ça, là. La réalité, ces joueurs-là peuvent être dangereux parce que Kwao n'en fera pas partie, c'est plutôt le bougre qui va se dire, ok, tu veux me mettre sur le banc, je vais faire en sorte, et donc ça crée d'émulation, et c'est ça qu'il faudrait presque à chaque poste. Il faudrait qu'on puisse se poser la question entre VDK et Kwao, quasiment sur chaque poste. Et la Ligue 1, c'est cette exigence-là, parce que entre les blessés, entre les efforts, entre le rythme, etc., et la qualité des adversaires, on devrait pouvoir au moins avoir 16, 17, 18 joueurs sur lesquels s'appuyer, alors que là, moi, pour le moment, si je fais ce constat-là, j'ai du mal à en être 11. Donc c'est là, en fait, où je vous dis que l'exigence de la Ligue 1, pour moi, est un peu un garde supérieur à la Ligue 2. Et enfin, en ce qui concerne le club, pour répondre à ta question, moi, ce que je dirais, c'est le coach. J'ai rien contre lui. Vous allez me dire, moi, à l'époque, il était coach à Vannes, il m'avait appelé, pour éventuellement une peur aux gens. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Quelqu'un qui est humainement une très très belle personne. Je pense qu'il a conscience de la chance qu'il a d'être aujourd'hui à la tête d'un club comme le FC Metz par rapport à son parcours, même s'il a été assez sinueux. Alors il a eu de très belles réussites et des moindres. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'il se passe quelque chose chez lui en prime abord, un déclic de confiance, qui me donne confiance en lui, qu'il soit en capacité de mener les hommes et de diriger. Alors, à la Bologna, qui lui avait une surconfiance par rapport à ses qualités, mais plutôt avoir un comportement quand on est coach, vraiment quand le joueur vous regarde dans les yeux, vous savez que voilà quoi, il y a un patron, il y a quelqu'un qui dirige, qui sait où vous emmenez, ça va prendre du temps, qui va les faire travailler, qui va réussir à arriver à des objectifs qui sont au minimum celui du maintien pour Metz, et qu'il ait cette capacité à envoyer une direction. Aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur Mathieu, vous allez dire l'autre c'est mon frère du coup, mais Mathieu avait à un moment donné une capacité par ses actes sur le terrain à emmener quelque chose. C'était pas forcément lui, il n'avait pas à le faire. Aujourd'hui, le groupe et l'équipe qui est en place là, ils vont tous se regarder les uns et les autres et il n'y a plus personne qui est suffisamment légitime pour donner une direction. Mathieu l'était par son parcours, sa résilience, ses difficultés, l'amour du maillot. Il disait quelque chose, tout le monde fermait sa bouche et on allait, et ils vont avoir besoin dans les difficultés parce que les matchs vont être très durs, de se retrouver un peu les uns les autres à l'image de ce qu'est un Marquinhos par exemple, qui a un peu une borne dans une équipe qui a tout connu et sur lequel on peut à un moment donné échanger, s'appuyer par un regard, un comportement. Et aujourd'hui, je pense pas que Gauthier soit en mesure de pouvoir donner ça parce qu'il a déjà beaucoup de choses à se prouver à lui-même en Ligue 1. Donc il va falloir avoir une capacité d'avoir un entraîneur qui lui aura la mesure de tout ça avec un rôle énormément important. Donc en gros, mon flop, si je puis dire, je l'espère que ça sera pas le cas et je lui souhaite pas ça parce que jusque là, il a fait plutôt du très bon travail. Même s'il y a toujours à dire, je trouve que dans certains changements, certaines animations, certaines gestions de match, pour moi, après, comme tout le monde, on va porter la même chose, malgré tout, voilà. Mais j'espère que ça fera pas le cas, mais c'est un petit peu lui, parce que sinon, je pourrais citer n'importe lequel des joueurs, pour moi, dans le sens qu'on a tellement peu de visibilité sur leur capacité à être bon en Ligue 1 et d'évoluer sur les secondes plaques, que c'est compliqué de, au pire, mais d'applaudir ou ne va pas prêter quand. Mais par contre, le coach en lui-même, est-ce qu'il va être en capacité d'assumer le chantier qui lui est donné avec les armes qu'il a? Bon, on verra. Justement, Kos, c'était le dernier de la liste dans ma petite liste. Est-ce que vous pensez qu'il va finir la saison? Parce qu'on sait que Bernard Serin a parfois du mal quand ça va pas.
Voilà, il donne sa chance jusqu'au bout et produit, on va dire. Est-ce que vous pensez que cette saison, ça peut être différent? Est-ce que vous pensez que, en cas de mauvais résultats, Stéphane Le Mignon peut être débarqué à la trêve hivernale en cours de saison? En fait, déjà, vous savez, c'est quoi son contexte à Mignon, à Le Mignon? Aucune idée. On croit qu'il a promulgué en cours d'un an. Ah, ta question, elle est hyper simple. Si je te fais le relief, je te dis aujourd'hui, est-ce que il le gardera? Oui. Il s'en séparera pas. Parce que demain, est-ce que j'ai le débat de ta qui tu sais que j'aime tout le monde et t'es d'origine portugaise. Moi, je te demande de construire une maison, je te dis, tu me fais une maison, par contre, je te donne je suis dans les autres. Pour moi, raciste, tu peux pas me taxer de raciste. Plus tolérant pour moi, y a pas, j'ai tout le monde. Mais si je te dis construis-moi une maison, je te donne pas d'ado, je peux faire. C'est la même chose aujourd'hui. On demande à l'Union, on en tient le club, mais par contre, on donne pas les ingrédients pour pouvoir le faire. Donc Bernard Serin, il a quand même cette intelligence et cette retenue à un moment de se dire, aujourd'hui, je donne pas toutes les armes à quelqu'un. Si tu te dis, moi et Thomas, on va se battre, il a un flingue, et que moi j'arrive, je suis avec un stylo, et je vais pas pouvoir bagarrer. C'est là où je tire bien la même chose. Donc aujourd'hui, il faut quand même avoir du recul en se disant que le Mignon va essayer de faire le mieux de ce qu'il peut avec ce qui lui est fourni. Encore une fois, sans être méchant avec les joueurs en place, parce que tout le monde mérite sa place son bien aujourd'hui et tout le monde a fait un très beau travail. Mais la case, il peut voir un exemple comme Thionville. Thionville aujourd'hui, ils sont montés de division en division en division. Aujourd'hui, ils arrivent dans une division qui est compétitive. Dites-moi combien de joueurs il reste de la première montée. Ah, il en reste comme un dé. Il pas avec quelques-uns, mais ça, il très peu. Et c'est des joueurs vraiment qui sont impactants à l'intérieur du collectif. Petit à petit, Julien François, à contre-cœur, a été obligé de se séparer de certains alors que c'est une aventure humaine immense. C'est des joueurs qui me donnaient, qui ont œuvré, qui ont tout donné, mais il faut être en pas de masséter à chaque fois, des froidement une situation, te disant voilà, t'avais le niveau, tu m'as fait quelque chose d'extraordinaire, le niveau tu te suives, ça va plafonner un peu, il faut que je te remplace par quelqu'un d'autre, c'est hyper vif. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire à Metz. À chaque fois, c'est les mêmes choses. On se retrouve depuis 25 ans que moi je suis ce club-là, une assiduité depuis que je suis gosse, toujours avec des équipes en Ligue 1 qui sont moins fortes que celles qu'on a en Ligue 2. C'est impossible, c'était déjà vrai à mon époque, et ça ne change pas aujourd'hui. Et du coup, pour revenir sur ta question de base, la personne qui met tout ça en exergue, et en l'occurrence qui est Monsieur Serin, il a quand même un recul au moment de se dire, quand il y a 5 défaites d'un entraîneur, de se dire je vais pas le virer. Parce que concrètement, je suis un peu responsable aussi, voire de tout responsable qui est en train d'être sur le derrière. Ouais, c'est lui, l'autre, ça a fait dans la saison. On regarde ce qui s'est passé sur les deux autres enfants, notamment Bologna, puisque Bologna, pour le coup, celui qui était unanimement qu'on voulait vraiment voir partir, c'était lui. Mais après, il l'a pas fait. Je voulais voir unanimement partir Antonetti pareil, moi. Oui, non, mais c'était bien que dans le vestiaire. Oui. À ce moment-là, parce qu'il y avait des joueurs aussi qui étaient. Clairement, il y avait des joueurs aussi de l'écurie Antonetti, ça c'est pas qui trop d'aise. Mais. On le cool, moi. Non, mais c'est les vues, genre, c'est sur ça. On va de toute façon m'inviter, dis que t'as plus d'émission. Non, mais déjà, qu'on voit comment c'était difficile d'enlever Bologna de son contrat la saison d'avant. Parce que c'est vrai que ça prend court, ça provient que c'est pas un truc où il sent que sortir de son contrat. Ça vient d'un métier de marque de fabrique chez nous. Voilà. Dans les 25 dernières années, on a connu sûrement par certaines saisons les pires saisons qui pouvaient exister. Moi j'ai eu une saison, je crois, on retourne tout, sinon de bois. T'as se mettre avec du sérieux. Bah oui. C'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Ah ouais, je parle, j'étais là. Et du coup, était dans une situation où je me souviens même pas s'il avait été sur le champ dans cette année. C'est pas la politique de notre club. Contrairement à Nantes, tu sais que tu fais 3 défaites, ça dégage. Non, Tirat, c'est des balles réalistes. Nikita, c'est un Airbnb. T'es coach. Donc, et ça coûte un taux aussi quand même de virer, enfin de coach. Leur payer les confrères d'un entraîneur, ça coûte quoi. Ça, et puis comme tu dis, ça coûte, et puis c'est surtout la réflexion de Metz aujourd'hui n'a toujours été n'est que court terme. Ça coûte à court terme. Et après, quand tu prends un peu de hauteur sur tout ça, qu'est-ce que ça coûte à moyen et long? C'est toujours pareil. Est-ce qu'il vaut mieux pas changer un entraîneur, que ça te coûte un petit peu, avoir un entraîneur qui te permet d'avoir un rebond et rester en Ligue 1? Est-ce qu'à la fin, quand tu fais les comptes, c'est pas plus intéressant comme ça? Ça n'a jamais été la philosophie ici. Ça a toujours été, en gros, voilà, court terme, toutes les choses doivent se faire. Est-ce que garder un joueur de plus, ça te permet de prendre 10 millions de plus sur lui? Est-ce que Sadibou Sané, avec une saison en Ligue 1 cette année, il vaut 25 au lieu d'en valoir 15 ou 14? Ça touche, c'est une réflexion. Il y a une réflexion à avoir. C'est le modèle que je critique depuis, et c'est pour ça, parce que moi, le modèle économique qui est le nôtre aujourd'hui est tellement
tellement perfectible, on pourrait tellement faire mieux. On décompte, il y a eu un listing là sur les réseaux sociaux, c'était rigolo, les 8, 9, 10 joueurs qui sont passés ces 20 dernières années, mais ça vaut 1 milliard si on nous additionne tous à l'apogée de leur carrière au moment de les vendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait? Non, Jazz Scar. Ça fait blesser plein. 4 joueurs de Antini Leves, essaie de me poser. Le droit fait, non. Quand on rate ta fiche Wikipédia, ouais, merde. Ça va mal. Si c'est la fiche qui va, c'est que ce soit bien. Il a dit Pidouille. Il sait faire. Non, mais c'est pour dire, c'est vraiment, c'est pour ça, on pourrait être tellement autre chose. Et j'espère qu'on va y arriver. On va refaire là-dessus. Yes. J'avais mis quiz si on a le temps. C'est combien j'avais rien préparé, donc je savais qu'on allait déborder. J'avais pas prévu de. On fera un jeu la prochaine fois. Quoi, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Combien de buts Flo va mettre cette année avec sa R2 du coup? Ouais, je suis pas sûr de jouer avec là. Là, je fais la prépa. Après, je pense que je vais redescendre gentiment en B. On verra ma quinzaine de buts. Et il y a la régie qui me fait un petit signe, mais je sais pas ce qu'elle a que je dise. Tu couperas, du coup. Ah, c'est les... Pensez à vous abonner, mais dis-moi par message si tu veux. Si tu veux que je dise un mot aux abonnés. Pensez à vous abonner, à laisser un commentaire. Et puis bon, on va quand même positiver, on va essayer de voir. On va espérer que la précision de Jérémy se réalise. Pas... C'est bien, non? Merci, le 13e, c'est merveilleux. Je le souhaite de tout le monde. Cool, ça serait cool. Et surtout, juste un petit mot comme si, c'est trop important parce que... L'écran géant? Non, oui, les raisons d'époque, on a parlé tout à l'heure, je me dis, venez regarder un de nos supporters de Scurry, moi, et de notre club, qui sont quand même fantastiques dans l'esprit, dans votre capacité à... J'aimerais tellement être comme tout un chacun qui arrive encore à rêver, qui arrive encore à y croire, à avoir cet enthousiasme, etc. Il y a une telle redondance depuis des années avec les mêmes scénarios, les mêmes choses qui se passent. Vous avez une résilience qui est au-delà de tout ce qui peut être espéré. Je suis heureux, c'est un peu plus difficile. Non, mais vraiment bravo parce que d'avoir un soutien aussi inconditionnel sur un club qui pour le coup fait pas à tout bien et qui pour eux non plus. Franchement, c'est à noter quoi. On parle sur les supporters à droite gauche de certains clubs en France. Ceux de Metz sont vraiment à mettre en avant. Donc. Ouais. Oui, je contacte les bonnes fois, je pense que le Sonis. Ils sont fous maintenant en France. Le flux aussi, je pense. Ouais, le supporter de l'association. C'est l'amour, là. Ouais, c'est l'amour aussi. L'amour. Bon. Merci d'avoir suivi. Comme d'habitude, commentaires, pouces pour donner de la force avec le référencement. Puis allez voir pour ceux qui aiment bien écouter en podcast. C'est dispo partout, donc lisez cette émission, ne l'oubliez pas aussi. Et puis c'est vrai qu'on aurait pu faire un petit pour Strasbourg. Moi j'avais des prédictions hier. Ouais, et c'est hier. Tout le temps, Excel, il a un rendez-vous. Et il va arriver en retard, c'est moi qui vous fais enlever. On peut quand même avoir un petit mot aussi, si vous pouvez décrire un petit peu la moustache. Il y a de l'eau ou de blanc. Les voleurs, c'est beau, on dirait un arrivée de crue à Marseille. Ouais, c'est petit mexicain, un mec qui arrive comme ça, ébauche côté. Ouais, c'est les bords de champagne de carrière. C'est moi, c'est ça, ouais. On va passer lundi, je peux préparer. Voilà. Petit nouveau look pour nouvelle vie d'arriver. Bon, allez. Je vais Instagram. Allez, à bientôt, tout bien. Ciao.